Les Grecs anciens l'appelaient Zeus. Les Romains, Jupiter. Pour eux, c'était le roi des dieux, le maître de la foudre, le souverain du ciel. Pendant des millénaires, les hommes ont levé les yeux vers ce point brillant et immobile dans la nuit, sans jamais se douter à quel point leur intuition était cruellement juste. Ce titan règne véritablement sur notre système. Nous avons l'habitude de considérer la Terre comme le centre de notre monde, ou du moins comme l'objet le plus important de notre environnement cosmique. C'est une douce illusion. Si l'on retirait le Soleil de notre système, ce qui resterait ne serait, en gros, que Jupiter et un peu de poussière résiduelle. Dans son corps colossal, on pourrait entasser 1300 terres. Sa masse est 2,5 fois supérieure à celle de toutes les autres planètes, lunes, astéroïdes et comètes réunis. Mais Jupiter n'est pas qu'une simple bulle de gaz géante. C'est le plus grand projet avorté de notre système solaire. C'est une planète qui a bien failli devenir une étoile, mais qui s'est arrêtée à un cheveu de la grandeur, se transformant pour l'éternité en un monstre furieux, gardant les portes de l'espace intérieur. Aujourd'hui, nous voyageons là où le sol solide n'existe pas, là où les tempêtes durent des siècles et où la pression est si dantesque qu'elle transforme le gaz en métal liquide. Là où naissent les interférences radio les plus terrifiantes du ciel nocturne. Bienvenue sur Jupiter. Pour comprendre comment Jupiter est devenu ce monstre, il faut rembobiner le film de l'histoire, revenir environ 4,5 milliards d'années en arrière. À cette époque, le système solaire ressemble à un chantier de démolition après un séisme. Un disque colossal de poussière, de gaz et de roches tourbillonne autour d'un jeune soleil. C'est dans ce chaos que naissent les mondes. Et Jupiter a été le premier à se servir au buffet. Pendant que la jeune Terre galérait encore à s'assembler morceau par morceau à partir de cailloux brûlants, Jupiter, situé au-delà de la ligne de gel, là où les éléments volatiles se condensent en glace, s'est mis à grossir à une vitesse folle. Son noyau de roche et de glace a atteint une masse critique en à peine quelques millions d'années. Un claquement de doigts à l'échelle cosmique. C'est alors qu'a commencé ce que les astrophysiciens appellent l'accrétion de fuite. Devenu hypermassif, Jupiter s'est mis à littéralement aspirer l'espace environnant. Il a englouti l'hydrogène et l'hélium par millions de kilomètres cubes à la seconde. Un ogre insatiable repoussant ses voisins. Il existe une théorie que les scientifiques nomment le grand tac, le grand virage. Selon elle, le jeune Jupiter n'est pas resté sagement sur son orbite. Il a commencé à migrer vers l'intérieur du système, se rapprochant dangereusement du Soleil, entraîné par les courants gravitationnels du disque de gaz. Il avançait comme un bulldozer cosmique, détruisant les orbites des planètes en formation, les projetant les unes contre les missions de destruction, les envoyant se faire dévorer par le Soleil. S'il avait continué sa course, la Terre n'existerait tout simplement pas. Jupiter aurait nettoyé tout le système interne pour devenir ce que l'on observe aujourd'hui chez d'autres étoiles, une Jupiter chaude. Mais Saturne est intervenu. Le petit frère a grandi à son tour, est entré en résonance gravitationnelle avec Jupiter et a littéralement tiré le géant en arrière, le ramenant vers sa position actuelle. Regardez la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Ce n'est pas une planète qui a explosé, comme on l'a longtemps cru. C'est une planète à qui Jupiter a interdit de naître. Ses forces de marée monstrueuses secouent constamment ses roches, les empêchant de s'agglémer. Jupiter est le grand architecte de notre maison. C'est lui qui a décidé qui avait le droit de vivre et qui devait rester de la poussière d'étoiles. Si vous décidez un jour de descendre sur Jupiter, oubliez le mot surface. Ici, il n'y a pas de limite nette où le ciel s'arrête et où le sol commence. Jupiter est l'illusion d'un corps solide. Faisons une expérience mentale. Imaginons une sonde ultra blindée que nous larguons dans ce gouffre. À environ 100 km sous le sommet des nuages, nous traversons des brumes d'ammoniac. La température y est encore supportable, autour de moins 100 degrés Celsius, et la pression ressemble à celle de la Terre. Autour de nous, c'est d'une beauté irréelle.
des tons pastels, des bandes crème, des volutes qui s'enroulent. Mais c'est le calme avant l'enfer. En descendant plus bas, l'ammoniac blanc cède la place au hydrosulfure d'ammonium. Les nuages deviennent d'un brun rouille pathologique. La température grimpe en flèche, tout comme la pression. À 300 km de profondeur, nous plongeons dans une couche de glace d'eau et d'eau liquide. Mais ne pensez pas à une douce pluie d'été. Ici, les éclairs qui déchirent l'espace sont des milliers de fois plus puissants que les nôtres. C'est là que se forment des grêlons d'ammoniac, des sortes de boules de neige exotiques et lourdes qui s'enfoncent vers les profondeurs, modifiant la chimie même de la planète. La sonde continue de tomber. 1000 km. La pression atteint des dizaines de milliers d'atmosphères. Le gaz autour de nous se densifie. Ce n'est plus de l'air, c'est une sorte de mélasse thermique. Il n'y a plus de frontière entre le gaz et le liquide. La matière passe à un état dit supercritique. Vous ne volez plus, vous ne nagez pas non plus. Vous coulez dans un brouillard brûlant et hyper dense. Et c'est vers 7 à 10 000 km de profondeur que la physique des conditions extrêmes devient magique. La pression atteint 2 millions d'atmosphères. L'hydrogène, l'élément le plus léger et le plus simple de l'univers, ne peut plus rester un gaz, ni même un liquide ordinaire. Les enveloppes électroniques de ces atomes volent en éclats. Les électrons se détachent des protons et se mettent à circuler librement, exactement comme dans un morceau de cuivre ou de fer. L'hydrogène devient métallique. Imaginez un océan infini et bouillonnant d'hydrogène métallique liquide. Il y fait plus chaud qu'à la surface du Soleil. La température dépasse les 10 000 degrés. C'est cet océan de métal, en circulation permanente et tournant à une vitesse folle, qui génère le champ magnétique monstrueux de la planète. Qu'y a-t-il tout au fond? Pendant longtemps, on a pensé qu'il y avait un noyau rocheux et solide de la taille de la Terre. Mais les données récentes de la sonde Juno ont balayé cette certitude. Le cœur de Jupiter est dilué. C'est une sorte de bouillie dense et semi-dissoute d'éléments lourds, de roches et de glaces exotiques qui se mélangent lentement à l'hydrogène métallique. Jupiter est en train de dissoudre son propre cœur. Même si vous ne vous êtes jamais intéressé à l'astronomie, vous reconnaîtriez cette planète entre mille. Sa carte d'identité, ce sont ses rayures et bien sûr, sa grande tache rouge. Ces bandes colorées ne sont pas là pour faire joli. Ce sont des zones et des ceintures. Les zones claires sont des régions où le gaz, réchauffé par la chaleur interne de la planète, monte vers la surface. Les ceintures sombres sont les endroits où le gaz refroidi replonge vers les abysses. Comme Jupiter tourne sur elle-même en à peine 10 heures, une vitesse hallucinante pour un tel mastodonte, ces flux sont étirés en courants-jets ultra-violents. Les vents y dépassent allègrement les 500 km/h. Ils soufflent dans des directions opposées, se frottent les uns aux autres, créant à leurs frontières des tourbillons d'un chaos absolu, semblables à des gouttes de lait dans un café noir. Mais le véritable cauchemar météorologique de Jupiter, c'est la grande tache rouge. Ce n'est pas une simple tempête. C'est un anticyclone qui se nourrit de lui-même et dévore tout sur son passage depuis au moins 350 ans. Quand Jean-Dominique Cassini a pointé sa lunette primitive vers Jupiter au XVIIe siècle, il observait déjà cette balafre ocre. On pourrait faire tenir la Terre entière à l'intérieur de cette tache, et il resterait de la place pour quelques lunes. À sa périphérie, les vents hurlent à plus de 430 km/h. Pourquoi est-elle rouge? Les scientifiques se disputent encore. La version la plus solide est que la tempête arrache aux profondeurs des composés chimiques complexes, comme du phosphore ou des molécules de soufre. Exposés aux rayons ultraviolets du Soleil, ces éléments brûlent et prennent cette teinte brique si caractéristique. Pourtant, un événement étrange se produit sous nos yeux, à notre époque. La grande tache rouge se meurt, ou du moins, elle se transforme. En un siècle, sa taille a diminué de moitié. Elle s'arrondit, perd sa forme ovale et commence à pâlir. Les satellites capturent régulièrement des lambeaux de nuages qui s'en détachent, arrachés par les courants voisins. Nous sommes peut-être la dernière génération humaine à contempler ce monstre mythique dans toute sa splendeur. Dans 50 ans, elle ne sera peut-être plus qu'un souvenir rose et flou. Mais ne pleurez pas pour Jupiter. Cette planète a bien trop d'énergie en réserve pour rester tranquille. Un autre monstre prendra sa place.
Si nos yeux pouvaient voir les champs magnétiques, Jupiter nous apparaîtrait comme l'objet le plus gigantesque du ciel. Sa magnétosphère est phénoménale. Elle s'étire dans la direction de Saturne sur des milliards de kilomètres. C'est un véritable bouclier invisible, mais un bouclier d'une agressivité rare. Les niveaux de radiation autour de Jupiter sont mortels pour toute forme de vie. La sonde Galileo, qui a exploré la zone dans les années 90, a encaissé des doses de radiation bien supérieures à ses limites théoriques, finissant sa vie à moitié aveugle. Si vous vous approchiez de Jupiter dans un simple scaphandre de la NASA, vous seriez tué par les radiations en quelques secondes, bien avant d'avoir touché les premiers nuages. Et ce piège radioactif est alimenté en continu par sa propre cour. Jupiter possède près d'une centaine de lunes. Ce ne sont pas de simples cailloux en orbite, c'est un véritable système solaire en miniature. Et les 4 acteurs principaux sont ce qu'on appelle les lunes galiléennes, Io, Europe, Ganymède et Callisto. La plus proche du géant, c'est Io, un enfer absolu. Coincé dans un bras de fer gravitationnel entre Jupiter et les autres lunes, Io est constamment malaxé, étiré, comprimé. Ses forces de marée surchauffent ses entrailles jusqu'à les liquéfier. Io est le corps le plus volcaniquement actif du système solaire. Des centaines de volcans y crachent en permanence des panaches de soufre à des centaines de kilomètres d'altitude. Ce soufre est instantanément ionisé par le champ magnétique de Jupiter, transformant l'espace autour de la planète en un tore de plasma mortel. Mais juste derrière cet enfer se cache l'espoir. Europe, l'exact opposé d'Io. Une bille de glace pure, striée de fractures sombres qui ressemblent à des veines. Sous cette croûte gelée se cache un océan global, liquide, qui contient plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Et cet océan est tiède, chauffé par les mêmes forces de marée que subit Io. Si la vie existe ailleurs que chez nous, dans ce système, c'est là-bas qu'elle se cache, dans l'obscurité abyssale d'Europe, sous le regard lourd du géant. Plus loin, on trouve Ganymède, la seule lune du système à posséder son propre champ magnétique, plus grande que la planète Mercure, et Callisto, un monde mort et criblé de cratères, témoin fossile de la jeunesse de notre monde. Pendant longtemps, une théorie flatteuse circulait dans la communauté scientifique. Jupiter serait notre ange gardien, le bouclier de la Terre. Sa gravité monumentale agirait comme un aimant ou une fronde, interceptant les comètes et les astéroïdes fonçant depuis les confins du système pour soit les éjecter vers l'espace interstellaire, soit encaisser le choc à notre place. En juillet 1994, l'humanité a vu ce bouclier en action. La comète Shoemaker-Levy 9 a été déchiquetée par les forces de Jupiter en une vingtaine de morceaux qui se sont écrasés l'un après l'autre dans son atmosphère. Les explosions étaient si gigantesques qu'elles étaient visibles depuis la Terre avec de simples télescopes d'amateurs. Les cicatrices noires laissées dans ces nuages étaient plus grandes que notre planète entière. Si cette comète avait foncé sur nous, l'histoire de l'humanité se serait arrêtée net ce jour-là. Pourtant, les simulations informatiques modernes montrent une réalité plus ambiguë. Parfois, Jupiter joue le rôle inverse. Il dévie des objets stables pour les envoyer directement vers le système interne, sur une trajectoire de collision avec la Terre. Ce n'est pas un grand-père bienveillant, c'est un tyran capricieux. Il joue au billard cosmique, et les billes sont des mondes. En regardant Jupiter, nous voyons ce qu'aurait pu être notre système si la nébuleuse primitive avait été un peu plus riche en hydrogène. Il lui a manqué un peu de masse, environ 80 fois la sienne, pour déclencher des réactions de fusion nucléaire en son cœur, pour s'allumer et briller de sa propre lumière. Si cela était arrivé, nous vivrions dans un système d'étoiles doubles, où la nuit n'existerait jamais vraiment. Mais Jupiter est resté une planète. Immense, glaciale à l'extérieur, brûlante à l'intérieur, drapée de gaz toxiques et zébrée de millions de volts d'électricité. Il nous rappelle à quel point l'espace est vaste, indifférent et dangereux. Il tourne là-bas, à des centaines de millions de kilomètres, menant la danse de ces dizaines de lunes, maintenant l'ordre et le chaos, et nous rappelant que la Terre n'est qu'un fragile oasis de sursis au milieu d'un territoire gouverné par le vrai roi du gaz.